Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Bakar Aliboto, premier adjoint au maire de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, une opération coup de poing a été menée aux abords du marché couvert de Mamoudzou. Celle-ci fait suite aux attentes des commerçants du marché, des commerçants qui protestaient et réclamaient des mesures pour lutter contre l'insécurité et contre les vendeurs à la sauvette. On a vu police municipale, police nationale, également police et frontières étaient sur le terrain ce matin. Le point sur cette opération avec vous tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Fernand Béyan, bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Fernand de l'association Village d'Eva. Avec vous, on va parler des mineurs isolés, notamment à travers la situation du Petit Hamidi. On en parle tout à l'heure puisque c'est une situation qui touche beaucoup de jeunes mineurs aujourd'hui sur le département. Le point dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 3 mars. Chose promise, chose due. Si ce matin les mamas vigilantes ont pris place au sein du marché, quelques minutes plus tard, une opération d'envergure a été menée par les forces de l'ordre. De nombreux contrôles d'identité ont donné lieu à des interpellations avec à la clé de probables reconduites à la frontière. Explication. La maire de Chirongi, Roukia Lahadji, a mis en place un couvre-feu dans sa commune pour lutter contre l'insécurité. De 21h à 4h du matin, les mineurs ne sont plus autorisés à circuler sans être accompagnés d'un adulte. Alors bonne ou mauvaise mesure, nous sommes partis à la rencontre de la population pour connaître leur point de vue. L'association Les Naturalistes est à l'origine d'un séjour durant les vacances intitulé Collectif Accueil de mineurs. Des enfants issus de quartiers défavorisés sont ainsi pris en charge pendant 6 jours avec un programme à la fois ludique et civique. Reportage à la fin de cette édition. Si hier, certains commerçants du marché refusaient tous l'idée de mettre en place des mesures en interne pour lutter contre l'insécurité, ce matin, les mamas vigilantes ont bel et bien pris place. En effet, munis de chasubles jaunes, ces commerçantes vont désormais, par le biais d'un sifflet, alerter l'ensemble du marché en cas de problème. Un dispositif contraignant mais nécessaire tant la situation l'exige. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Munis de gilets jaunes, les mamas ont ouvert les portes de leur boutique comme chaque matin. À une différence près, désormais elles travaillent aussi pour l'intérêt général par le biais du dispositif Mama Vigilante. Elad Chakrina, avocat et membre fondateur du conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, nous en dit plus sur ces mamas vigilantes. Les mamas vigilantes sont avant tout les femmes du marché qui se sont organisées pour faire en sorte d'alerter chacune d'entre elles lorsque celles-ci sont victimes d'un vol ou d'une violence. C'est-à-dire qu'elles sont munies d'un sifflet et à l'aide de ce sifflet, c'est le signal pour sensibiliser la sécurité qui se trouve aux alentours du marché ou en tout cas nos futurs aussi jeunes vigilants qui seront aux abords aussi à proximité de leur magasin pour leur signaler de cet incident, de ce problème, de cette violence. Donc c'est avant tout un dispositif qui consiste à lutter efficacement, à informer, à signaler contre tout acte délictueux. En effet, ces mamas vont alerter, comme elles le font déjà depuis plusieurs semaines, que ce soit au marché ou dans les instances compétentes. Mama vigila wasi pamoja na waya pamoja na wasi rifanye hazi pamoja ili jila bazari lilatie boli jilihane boli kilihane amba wanu wanadamu duwalobo nze banu wafanyao hazi maana kapu tamtwa wakia akuwakia halibabu bebo ritotoa na utotoa ata tasiri jari parana na mama vigila amba rifanye hazi pamoja na shamburu na pia wanyatumadhamana watu watangani pamoja zongo ya maisha ya e-commerce. Si aujourd'hui les commerçants sont contraints d'agir, c'est que la situation est devenue telle qu'aucun autre choix n'était possible, même si cela en dit long sur la situation globale au sein du département. Nous sommes dans un gouffre, les choses vont très mal parce que Mayotte est en train de saigner. Nous saignons de partout, c'est-à-dire que nous savons que beaucoup de professionnels sont en train de partir, des particuliers sont en train de partir, des entreprises sont en train de mourir. Les mamas ici par exemple craignent énormément pour leur sécurité. Elles ont peur de rentrer chez elles même la nuit. Donc c'est tout un pays qui est en train d'agoniser. Donc oui, ça va très très mal et quand ça va mal, il faut à un moment donné commencer tout doucement à mettre en œuvre des actions et arrêter de palabrer. Arrêter de palabrer et mettre en place des actions, c'est bien là ce que tout le monde souhaite.
Et quelques minutes après la mise en place des mamas vigilantes, la police municipale, en collaboration avec la police nationale et la PAF, ont mené une opération contre les vendeurs à la sauvette. Un effectif conséquent a été déployé au marché pour procéder à plusieurs arrestations. 2 jours après la réunion à la CCI, les promesses semblent avoir été suivies des faits, mais aujourd'hui, reste à voir si les résultats sur le long terme seront efficaces. Un reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Ce policier municipal tente d'attraper cet homme qui, plus agile, lui échappe. Si depuis plusieurs semaines, les policiers municipaux tentent de faire la chasse aux vendeurs à la sauvette, cette fois, ils ne se satisferont plus seulement de réquisitionner la marchandise. En effet, les interpellations du matin visaient également à d'éventuelles reconduites à la frontière. De nombreux riverains ont donc dû répondre à un contrôle d'identité pour le plus grand bonheur des commerçants du marché. Tu as contrôlé les papiers, c'est pour ça que j'ai donné les épicés là. C'est carte de séjour. Non, je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as expliqué s'il te plaît? Toujours sur les amana opasa notoregea. Malameri wao zotambo birabanishi wandedza. Wawatu suwangia munhu wajagamisi situza hunu wajama zao wagamisiazo. Wala wabiri wandedza. Basa vanitsuno alhamdulillah bungia wantu tarna makilia tatsamenti na makili yangu tanswamba baboro lishara zinadisi na makili yangu pare markele wo mwajaba. Chaque année, de nombreuses opérations sont menées par les autorités pour lutter contre la vente illégale à l'extérieur du marché. Mais cette année, les Mahorais, qui sont soumis à de lourdes charges, disent ne plus pouvoir faire face à la concurrence déloyale. En effet, après les mouvements de ces dernières semaines, des promesses ont été faites pour changer les choses et les premières opérations ont déjà débuté. Il y avait une opération spéciale par rapport à la lutte contre la vente à la sauvette. Et c'est ce qu'il y a eu. Il y avait 3 corps, la police nationale, la PAF et la police municipale. D'habitude, ces genres d'opérations, on les a toujours fait, mais c'est habituel pour eux. Parce que vous savez, pour eux, ils cherchent, d'après eux, c'est le gagne-pain. Mais nous, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, la sécurité et la sécurité des biens et des personnes, donc nous agissons et ça va toujours continuer. Ça a toujours été comme ça. Et ça va continuer jusqu'à ce que les vendeurs à la sauvette comprennent qu'ils n'ont pas à être là. Cette démonstration des forces de l'ordre prouve que les autorités possèdent des moyens pour mettre en place des opérations d'envergure, du moins de manière épisodique, même si c'est bien sur le long terme qu'il sera possible de juger de l'efficacité de ce type d'opération. Alors justement, je rebondis sur les derniers mots de Shakila Youssouf, Bakar Ali-Boto. On parle d'une opération qui a été efficace, a priori, les commerçants sont rassurés, mais est-ce qu'il ne s'agit pas justement que d'une opération ponctuelle ? D'abord, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des tous qui nous écoutent. Ce n'est pas la première opération qu'on organise dans ce site. C'est la énième, je dirais, mais c'est vrai. Les marchands, comme l'ensemble de la population de Mayotte, souhaiteraient avoir des opérations pareilles régulièrement, au quotidien même, je dirais. Mais ce qui est certain, nous avons pris l'engagement, la mairie de Mamoudzou a pris l'engagement de faire le nécessaire, de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que les vendeurs à la sauvette et la délinquance et l'insécurité cessent dans cette zone. Je rappelle que dans notre équipe, la priorité numéro 1, c'est la lutte contre l'insécurité d'une façon générale, que ce soit sur cette place, que ce soit dans l'ensemble de la commune de Mamoudzou. Et nous avons montré dès les premières heures de notre arrivée à la mairie que cette priorité, nous l'avons en tête, mais surtout, nous avons réalisé des actions, nous avons effectué des actions, rappelez-vous, concernant notamment les bangas par rapport à l'insalubrité, et puis les opérations que nous avons menées à Mamoudzou dans cette zone pendant plusieurs mois. Mais c'est vrai, je peux comprendre le fait que nous ne sommes pas là tous les jours, que les commerçants se posent un certain nombre de questions.
Alors c'est une opération conjointe entre la mairie et l'État, puisqu'on a vu la police nationale et la PAF également. Qu'en est-il du conseil départemental? Y a-t-il une collaboration avec le département pour lutter contre ce fléau? Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des forces qui sont intervenues sur cette place. Bien sûr, nous avons une collaboration étroite avec la police nationale. Nous organisons régulièrement des opérations communes sur cette place et ailleurs. Et là-dessus, je peux rassurer l'ensemble de la population qu'il y a une parfaite entente. Le département, et naturellement, là aussi, parce que vous savez, la place du marché ou la zone de l'embarcadère l'essentiel appartient au conseil département. Donc il était tout à fait normal que lorsque nous organisons des actions de ce genre, que le département soit non seulement mis au courant, mais aussi on demande forcément sa contribution. Mais comme vous le savez, le département n'a pas de policiers. Merci beaucoup Bakar Aliboto. Vous restez avec nous. Et face au fléau de la délinquance, des opérations coup de poing seront ponctuellement menées contre les clandestins par une population excédée, comme ça devrait être le cas ce week-end à Chirongi. Une telle situation a conduit Roukia Lahadi, maire de la commune, à prendre une mesure exceptionnelle. Ainsi, depuis le 29 février dernier, un couvre-feu a été instauré pour les mineurs de la commune. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître leur avis sur cette mesure. Reportage Shakila Issouf et Leslie Dimne. La lutte contre la délinquance est plus que jamais d'actualité et certaines communes ont décidé d'agir afin d'éradiquer le phénomène. Ainsi, la mairie de Chirongi applique depuis quelques jours un couvre-feu dans sa commune. Interdiction de circuler pour les jeunes de moins de 18 ans entre 21h et 4h du matin s'ils ne sont pas accompagnés d'une personne majeure. Des poursuites pénales pourront être prises à l'encontre des parents si leur enfant ne respecte pas cette mesure, une idée qui semble séduire la population. Non, couvre-feu, il y a tout ça, ma mère wangalière mamuzu dans la commune itule amineka couvre-feu itule ati bandan fanyo azi uku ti wono ma mineur wasingidza yani tsine babontoka na possibilité wa muhira police ambafana tatsawana walio zone kada babo ma police déjà wana itinuna mbavale wanatsawaja wa arenge wanre mayo. Je suis contrôleur dans le transport scolaire. Je trouve que moi je travaille dans le zone de Mamoudzou Vaibé. Le maire de Mamoudzou doit mettre à cette couvre-feu pour lutte contre la délinquance, pour lutte aussi contre la violence, lutte contre le cambriolage, lutte dans toutes catégories de violence dans la commune de Mamoudzou. L'initiative pourrait faire des émules tant la lutte contre la délinquance touche tout le territoire. Et la maire de Chirongi nous donne les raisons qui l'ont poussée à mettre en place cette mesure exceptionnelle. Alors ce qui se passe, puisqu'elle a été transmise directement à la gendarmerie, ce qui se passe aussi bien, nous avons un téléphone 09 14 05, vous appelez à la police municipale qui fait la même chose, puisque nous, en réalité, c'est une prévention pour nous. Après, s'il y a la répression, c'est plutôt la gendarmerie. Nous ne sommes pas une police de répression, nous sommes une police plutôt de prévention. Et on appelle la gendarmerie, bien venez chercher le gamin, ou on va voir les parents, mais en général, c'est directement la gendarmerie, parce que ça permet aussi aux parents d'être plus vigilants la prochaine fois, de dire, c'est pas normal, j'ai pas envie qu'on m'appelle à 23h, à minuit, pour me dire ma fille ou mon fils est dehors, par la gendarmerie surtout. Ouais. Je suis socialiste, effectivement, mais c'est pas parce que je suis socialiste que je ne peux pas voir la vérité en face. C'est une vérité en face. Ça ne veut pas dire que je suis raciste, ça veut dire qu'il faut réorganiser les choses. Si nous devons accueillir aujourd'hui sur le territoire mahorais des personnes en situation irrégulière, en précarité sociale, donnons-nous les moyens pour construire les écoles, pour construire des logements, pour mettre ces gens-là dans des meilleures conditions. Il est également demandé à l'ensemble de la population de coopérer et de signaler aux forces de l'ordre toute entorse constatée à cette règle, une incitation à la délation pour un dispositif temporaire qui devrait évoluer en fonction des résultats qu'il fournit. Alors Bakar Aliboto, on a vu cette mesure qui est mise en place dans la commune de Chirongi. Est-ce que la même chose sera envisageable à Mamoudzou? À Mamoudzou, il y a déjà quelques mois que le maire a pris un arrêté justement en faveur de la limitation de circulation des jeunes dans la commune de Mamoudzou. Malheureusement, pour des petites raisons techniques et juridiques, cet arrêté est retourné à la mairie. Nous sommes en train de l'améliorer avec la collaboration de l'État, enfin des services de l'État et de la police naturellement, pour avoir un arrêté qui soit le plus adapté
par rapport à Mamoudzou, parce que vous savez, on avait pris une arrêté globale. Quelles seraient les grandes lignes de cet arrêté? Oui, c'est la limitation des mineurs, la limitation de circulation des mineurs pendant certaines heures, notamment, on peut dire, de 19h à 22h. Nous, l'arrêté que nous l'avions pris au départ, c'était de 18h à 23h, mais c'est vrai que Mamoudzou, c'est un peu particulier, puisque l'arrêté concerne la totalité du territoire de Mamoudzou, mais juridiquement, ce ne serait pas possible. C'est pour cela que nous sommes en train de limiter certaines zones, en tout cas choisir les zones les plus fréquentées par rapport à la délinquance, les plus criminologènes, pour que cet arrêté se limite sur ces endroits-là, pour qu'il puisse être accepté par rapport au contrôle de légalité. Et on nous a demandé aussi de réduire le plage horaire. C'est-à-dire, au lieu qu'on interdise la circulation jusqu'à 23h, on nous a demandé de nous limiter à partir de 22h. Vous voyez, à Mamoudzou, concernant la prévention de la délinquance et en tout cas la lutte contre l'insécurité, c'est un chantier que nous abordons et que nous avons débuté depuis un certain temps. Y compris aujourd'hui, vous le savez forcément, nous avons tenu au niveau de la mairie de Mamoudzou une réunion du CLSPD avec les missions, c'est-à-dire une délégation ministérielle qui est là à ce moment et qui est chargée justement de faire le point, en tout cas, de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et il y a eu une réunion ce matin avec l'ensemble des partenaires, notamment la préfecture qui était représentée avec la directrice du cabinet et les autres services, le commissaire, le procureur et l'ensemble des associations qui œuvrent. Le COSEM aussi était là représenté. Et donc c'est tout, nous faisons tout pour que Mamoudzou soit pacifié, mais Mayotte aussi, puisque si Mamoudzou est pacifié et que le reste de Mayotte est en insécurité, c'est sûr que nous ne serons jamais tranquilles. Nous travaillons pour ça et jamais nous arrêterons. Et je rassure la population, en tout cas les commerçants du marché, que cette opération d'aujourd'hui, ce n'est pas la dernière. Nous continuerons, mais c'est vrai que tous les jours, ça ne sera pas comme ce matin, mais nous aurons des équipes en permanence dans la zone pour faire en sorte qu'ils puissent vendre correctement sans beaucoup de difficultés. Merci beaucoup Bakar Aliboto. Et le 23 février dernier, les conseillers départementaux se sont prononcés en faveur de la mise en place des contrats adultes relais. Objectif, assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité, et ce dans le cadre d'un contrat d'insertion. Ce dispositif vise ainsi à donner un cadre stable aux actions de médiation sociale et toujours dans une logique d'insertion. Il permet également d'offrir des opportunités d'emploi aux adultes des quartiers prioritaires. Et pour en savoir plus, nous sommes donc rendus dans la commune de Koungou où le dispositif est déjà en place. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limley. Pour bénéficier des contrats adultes relais, les candidats doivent être âgés d'au moins 30 ans, être sans emploi ou encore résider dans une zone urbaine sensible. À ce titre, la commune de Koungou a déjà mis en place ce type de contrat, comme nous l'explique la chargée de mission à la mairie. Les adultes relais, ce sont donc mes collègues qui ont en charge de faire, donc, comme leur nom l'indique, le relais entre la mairie et les habitants de la commune de Koungou. Donc l'idée, c'est de recueillir toutes les difficultés, qu'elles soient personnelles, à partir du moment où la mairie peut intervenir, peut apporter une solution, ou bien qu'elle concerne les villages. Donc l'idée, c'est vraiment de faire remonter ces problématiques, voir en mairie si on peut proposer des solutions et dans la mesure du possible, donc proposer les solutions. Ici, c'est pas possible, donc orienter ces personnes-là afin qu'on trouve à chaque fois des solutions, donc que ce soit des problèmes personnels ou liés ou bien liés au village, simplement. Ces contrats peuvent être proposés par les collectivités locales et leurs établissements publics, les hôpitaux, les offices et organismes HLM, les associations, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Les demandes de CAR font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'État, la durée de cette dernière ne pouvant excéder 3 ans. Le dispositif bénéficie également d'une aide financière de l'État, même si c'est avant tout la population qui doit être la grande bénéficiaire de ce dispositif. La politique de la ville, l'idée c'est au maximum de recueillir les données en fait au plus près du terrain, c'est de travailler dans la proximité pour que vraiment la population voit un changement dans leur vie, voilà, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment la philosophie de la politique de la ville. À Koungou, 2 personnes ont été recrutées dans le cadre des contrats adultes relais. Ils se rendent ainsi dans des quartiers défavorisés comme ici où le manque d'eau potable réclame l'intervention des adultes relais.
Nous, on intervient directement au service de la population, c'est-à-dire on va directement en contact de la population pour leur expliquer, pour savoir déjà le problème. Déjà, on sait là-bas qu'il y a un problème au niveau de tout ce qui est eau potable, accès à l'eau potable. Donc là, on est en train de mener une action sur l'eau potable dans ces quartiers. La mission de médiation sociale et culturelle assurée par les adultes relais à travers leurs actions menées auprès des habitants des quartiers prioritaires ne peut être que bénéfique pour Mayotte, dont le maintien et le renforcement du lien social sont aujourd'hui primordiaux. Et je vous l'annonçais au début de ce journal, Fernand Béane est avec nous sur le plateau. Fernand, vous êtes de l'association Village d'Eva. Et avec vous, on va parler d'une histoire assez inquiétante, ce petit Hamidi qui a été retrouvé. Et je vous laisse nous raconter l'histoire. Oui, en fait, merci Amina. Donc, l'association Village d'Eva a été saisie dès le matin du fait qu'il y avait un mineur de 6 ans qui avait été repoussé du CRA. Et donc, nous avons essayé de voir un peu qu'est-ce qu'il en résultait. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le papa était sur le territoire. Mais le papa, il voulait fuir ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il voulait faire reconduire son fils pour retrouver sa mère alors qu'il était sur le territoire. Donc, des abus comme ça, nous, on ne peut pas les cautionner et on pense que ce n'est pas admissible en tout cas. Alors cette affaire relance justement la problématique des mineurs isolés qui sont nombreux à Mayotte, on le sait. Alors comment on réagit un petit peu dans ce genre de cas, Fernand ? Mais déjà, il faut préciser c'est quoi un mineur isolé. Exactement. En fait, un mineur isolé étranger, en fait, c'est un jeune qui a moins de 18 ans, qui est sans représentant légal sur le territoire. En métropole, il y a à peu près 8000 mineurs isolés étrangers. Or, à Mayotte, vous savez que voilà, depuis le rapport Guyon, on parlait de 3000, mais nous, on pense que nous sommes vraiment autour de ces chiffres-là de la métropole. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'insécurité, on ne peut pas aujourd'hui parler de délinquance sans toucher du doigt le problème des mineurs isolés à Mayotte. Quand on a des jeunes qui fouillent dans les poubelles pour survivre, comment est-ce qu'on va faire ? Donc il faut pouvoir s'interroger aussi. Donc vous voyez, nous on a proposé à l'époque un certain nombre de solutions et aujourd'hui on est en train de les appliquer. Vous voyez par exemple à Chirangui, on avait déjà proposé tout ce qui était couvre-feu pour les mineurs, on avait proposé la médiation sociale dont on vient de parler avec les adultes relais. On avait proposé la mise en place au sein de l'association des Villages d'Eva d'une école de la rue pour lutter contre l'oisiveté des jeunes. Parce que ces jeunes qui sont dans la rue, c'est eux qui posent des actes de délinquance aussi demain. Donc il faut pouvoir anticiper tout ça et ne pas seulement crier, mais être acteur sur le terrain, Amina. Et c'est très important de sensibiliser la population par rapport à ça. Donc c'est des mineurs qui n'ont pas de représentants sur les territoires, donc ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent rien faire sur les territoires. Donc voilà. Alors on a vu beaucoup faire le comparatif entre ce qui se passe à Mayotte et ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec les migrants. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réaction par rapport à ça ? Mais j'ai une réaction qui est tout à fait, en tout cas qui reflète un peu la pensée de l'association Le Village d'Eva. C'est qu'il y a 400 mineurs isolés qui sont concernés aujourd'hui par la conférence qui a eu lieu à Amiens entre le président François Hollande et David Cameron. 400 mineurs, alors qu'aujourd'hui à Mayotte on a des milliers de mineurs isolés étrangers. Donc on se pose la question, pourquoi est-ce que Paris ne s'intéresse pas à notre cas. Mais c'est très simple, Amina. Parce que nous-mêmes qui vivons à Mayotte, nous ne nous intéressons pas aux jeunes qui fouillent dans les poubelles. Donc, à Paris, ils se disent, est-ce que c'est les êtres humains qui acceptent de voir des enfants fouiller dans des poubelles ? Nous, on crie à la délinquance, on crie à notre sécurité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants qui fouillent dans les poubelles? Nous, au sein de l'association du Village d'Eva, on pense à tous les mineurs, on n'a pas que les mineurs isolés. Donc on s'est dit, il faut mettre en place un dispositif qui va les occuper. Quand on sait qu'aujourd'hui, sur 47 MJC, il n'y a que 3, par exemple, qui sont fonctionnels. Donc il faut pouvoir agir sur le plan social et pouvoir dire à la population que la vérité, elle est la suivante, on ne peut pas expulser un mineur. Donc, aujourd'hui, il y a un cas qui est en train de se produire en métropole, notamment à Calais, où le président François Hollande parle pas d'expulser, mais de conduire ces jeunes vers l'Angleterre s'ils ont des parents. C'est peut-être une piste de solution, peut-être pour Mayotte aussi. Donc du coup, il faudrait conduire où ça alors ? Les laisser sur Mayotte ? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer en métropole, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très très sensible. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de permettre à ces jeunes d'aller retrouver de la famille du côté de l'Angleterre. Peut-être qu'à Mayotte, ça va pouvoir permettre de faire évoluer des choses. Merci beaucoup Fernand pour votre intervention. On continue avec d'autres informations maintenant. Des pêcheurs mahorais ont été victimes de vols dans les eaux territoriales françaises au banc de l'Iris. En effet, des lignes
ainsi qu'une boue équipée d'une balise GPS ont été dérobées. La balise identifiée qui se déplaçait à 16 nœuds a permis de localiser le matériel à Domoni sur l'île d'Anjouan. Ceci démontre donc que des pêcheurs des îles voisines viennent non loin des côtes mahoraises, relevant au passage des lignes des professionnels locaux. On écoute Régis Massé au micro de Patrick Mia. La balise était ici. Ouais. Elle s'est déplacée comme ça. Mais là, elle s'est déplacée à 16 nœuds pour rejoindre Domoni à Anjouan. Bien entendu, je pense pas que c'est des pêcheurs qui sont venus spécialement pour voler nos lignes. Les pêcheurs viennent pêcher ici sur le banc de l'Iris, que vous avez ici, dans cet endroit-là, sur le banc de l'Iris, et ensuite ils sont un peu profiteurs du système. Ils passent devant nos bouées de lignes et ils relèvent les lignes, ils tirent sur les lignes et puis ils ramènent les hameçons, les bouées flotteurs, et là ils ont pris la bouée GPS, ce qui nous a permis de déterminer leur position pendant qu'ils faisaient leur route vers Anjouan, vers Domoni. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 3 mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Chaque année, la loi de finances prévoit une ligne de subvention appelée réserve parlementaire. Attribuée sur décision du ministre de l'Intérieur, elle est destinée à financer des projets d'investissement dans les collectivités territoriales ou à accompagner des associations dans la réalisation d'un projet précis. Cet argent ne transite jamais par les caisses de l'Assemblée ou du Sénat, pas plus que par le compte des élus. Les demandeurs doivent remplir un dossier et le retourner à leur élu qui procède alors à une sélection selon sa libre appréciation. Il envoie ensuite le tout au rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui les ventile après une vérification formelle auprès des ministères concernés. Depuis lundi 29 février, il est possible de savoir qui en 2015 a bénéficié des enveloppes de 130 000 € attribuées aux députés de Mayotte. Particulièrement généreux, Ibrahim Aboubacar a distribué 126 000 € à des associations sportives, étudiantes et culturelles, réparties sur tout le département. Bouenali Saïd, quant à lui, a attribué un peu plus de la moitié de sa réserve parlementaire, soit 69 000 € aux régies de quartier du territoire. Le président des Comores, Iki Lilou Douanine, en visite officielle à Madagascar, s'est entretenu avec son homologue malgache au cours d'une séance de travail. À la fin de cet entretien, ils ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle la question de la rétrocession des îles éparses à la Grande Île a été soulevée par un journaliste. La réponse ne s'est pas fait attendre, le chef de l'État comorien étant sans conteste un fervent allié de Madagascar sur ce point. La question est régulièrement abordée dans les débats politiques et diplomatiques, en témoigne la prise de position de la Russie en faveur de la démarche malgache, en marge d'une rencontre entre un haut dignitaire russe et le Premier ministre malgache. Cependant, bien que disposant d'un passé revendicatif quant à l'appartenance de Mayotte aux Comores, Iki Lilou Douanine est en fin de mandat, et rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que la position de son successeur sera identique à la sienne. Pour l'heure, la question sera une nouvelle fois soulevée prochainement aux Nations Unies, courant septembre 2016. L'affaire des morceaux de corps retrouvés sur la route nationale non loin de Ongoujou avait suscité beaucoup d'émotions, mais également de nombreuses questions. En effet, le 18 février dernier, une tête humaine emballée dans un sac plastique entouré d'un linge ainsi qu'un fémur humain avait été découvert par un promeneur. Les premières hypothèses s'orientaient vers l'exhumation d'un corps suite aux fortes pluies qui s'étaient abattues sur le département, mais l'enquête semble aujourd'hui infirmer cette théorie. En effet, selon le procureur de la République, les analyses démontreraient que la tête ne s'est pas détachée naturellement. Pour rappel, un sac de sport avait également été retrouvé à quelques mètres. Les faits ne sont peut-être pas liés et pour l'heure, l'enquête suit son cours. Et on poursuit avec cette information révélée par le site Mediapart, selon laquelle Fatoumata Koïta, l'attaché parlementaire du député Bouenali Saïd, aurait détourné ses comptes bancaires. Celui-ci aurait découvert le poteau rose suite à un découvert important et a entraîné le blocage de ses comptes à la banque postale de l'Assemblée nationale. Elle aurait financé son train de vie jusqu'en février 2015 en abusant du compte personnel, mais également du compte d'indemnité représentatif de frais de mandat du parlementaire, un compte alimenté par l'Assemblée nationale à hauteur de 5 700 € par mois.
Et on termine avec cette action mise en place durant les vacances par les naturalistes de Mayotte, des séjours avec hébergement pour les jeunes de 14 à 17 ans issus des quartiers prioritaires. Il s'agit en effet d'une action organisée dans le cadre du dispositif Ville, Vie, Vacances et financée par la CAF et l'AXE, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Et pour cette session du mois de mars, c'est au gîte du Mont-Combani que seront hébergés les jeunes et les animateurs qui se voient ainsi offrir une véritable immersion dans la nature. Le reportage d'Adèle Laurent. Pour 1 € par jour, ces 22 adolescents peuvent profiter durant 6 jours des activités proposées par les animateurs des naturalistes. Au programme randonnée, découverte de la faune et de la flore, visite de cascades, mais aussi apprentissage des droits des mineurs et sensibilisation au MST et à l'équilibre alimentaire. Un séjour complet et pédagogique dont le slogan pourrait être « Découvrir pour mieux protéger ». Il y a un côté pédagogique, c'est permettre aux jeunes de pouvoir s'amuser tout en apprenant pas mal de choses pour notre île et pour notre environnement. Tout en sachant que dans ces jeunes, ça ne vient pas du même quartier, c'est des jeunes qui viennent de différents quartiers. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir se rencontrer, pouvoir créer une bonne ambiance et éviter la délinquance et éviter tous ces dérapages qui ne sont pas du tout bien pour notre île de Mayotte. En le recadrant sur l'environnement, sur le bien-être sur le vivre ensemble, toutes ces choses-là. Et ce vivre ensemble permet de mieux connaître son prochain, mais aussi d'échanger des compétences. Il y a des jeunes de différents villages, du coup ça leur permet d'apprendre les différentes langues entre eux. Celles qui parlent en chimaoré et celles qui parlent en chibushi, ça leur permet de s'échanger et puis de se découvrir. Pour moi c'est très intéressant parce qu'à chaque fois j'organise des séjours comme ça me permet de découvrir d'autres jeunes et ça me permet de transmettre mes savoir-faire et également faire découvrir l'environnement. Pour les adolescents, ce séjour est l'occasion de sortir de leur quotidien tout en apprenant et en échangeant, comme pour Alidi Badji, pour lequel c'est la 5e participation au camp de vacances. J'adore le camp de vacances parce que je vois des trucs que j'ai jamais fait et j'apprends des trucs que j'ai jamais fait. J'apprends à faire des paniers, des chapeaux, des trucs géniaux. On est tous ensemble, on apprend des choses, on ne se bat pas, on ne fait pas des trucs que le directeur ou les animatrices ne veulent pas, on les respecte, c'est ça ce que j'aime. On s'amuse tous ensemble, on mange ensemble, on fait tous des trucs ensemble et là j'aime bien et j'aimerais bien continuer comme ça. Ces jeunes sont réceptifs et enthousiasmés de vivre leurs vacances différemment et de mettre à profit leur temps libre. Les vacances, c'est pas que rester chez soi, regarder la télé, sur le canapé, manger, non. Il faut aussi faire du sport et voir ce qui nous entoure, ne pas se contenter que de ce qu'on a. Le camp, c'est un moyen d'apprendre à vivre ensemble. On est tous différents ici et le fait de vivre ensemble, c'est changer son mode de vie. On apprend d'autres choses et on apprend aussi ce qu'on sait aux autres. C'est un tout. Les personnes, la nature, les droits, les cours, les jeux, on a tout ici. Un séjour pour se ressourcer et apprendre que les naturalistes organisent à chaque vacances scolaires afin de promouvoir auprès des jeunes en difficulté ou fragilisés un accès à des activités en lien avec la nature, le patrimoine, le civisme ou encore les sports et loisirs. Ces adolescents pourront profiter jusqu'à samedi de ces vacances un peu spéciales, placées sous le signe de la cohésion sociale. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21h sur KTV et à retrouver également sur OM5. Et dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, Rukia Lahadji, maire de la commune de Chirongui. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian. Et à noter que demain, votre quotidien France Mayotte Matin ne sera pas disponible. Le cours normal des parutions reprendra dès lundi. Excellente soirée à vous sur KTV.